Bonjour à tous. Donc, on accueille deux auteurs, Fabien Clavel, qui a écrit Le miroir aux vampires, et Olivier Perru, donc, qui est scénariste de la BD Zombie, qui parle de zombies. Salut. Et donc, on va évoquer ces deux grandes figures de l'au-delà aujourd'hui avec ces auteurs et voir un petit peu quelles sont les grandes thématiques qui tournent autour de ces deux personnages, quelles sont leurs différences, pourquoi les zombies, pourquoi les vampires, et un petit peu tous ces sujets. Justement, ma première question à tous les deux, c'est pourquoi le vampire et pourquoi le zombie? Pourquoi avoir décidé d'écrire dessus? Oula, pardon, désolé. Je suis pas habitué, alors je préviens. Si jamais c'est pas explicite, faut lever la main, faut dire que t'es nul. Les zombies, moi, c'est un amour de jeunesse. Ça a commencé quand j'ai vu le premier Romero dans le supermarché. Ça m'a, en fait, je sais pas, ça m'a scotché. Et je me suis dit, oh, c'est génial, les zombies, c'est cool, la putréfaction, tout ça. La survivance, l'être humain réduit à des pulsions minimales. Et je me suis toujours dit, quand j'étais petit, que quand je deviendrais grand, j'écrirais au moins une fois dans ma vie une histoire de zombies. Donc ça m'a paru tout naturel quand j'ai été grand, de publier chez les éditeurs de BD, de proposer une histoire de zombies. Donc voilà, c'est un vrai amour de jeunesse. D'accord. Et pour toi aussi, les vampires, c'est une vieille histoire ou... Bah oui, ça remonte à longtemps aussi, même si j'ai pas un amour particulier pour le vampire. En fait, tout ce qui m'intéresse, c'est vraiment toutes les figures des littératures de l'imaginaire. Donc en tant que créature, le vampire est intéressant. En plus, c'est une créature qui est vraiment plastique. On peut faire plein de choses avec. Mais par exemple, moi je me suis dit aussi un jour je fais un truc de zombie, donc j'attends un jour d'avoir un bon projet pour faire une sorte de zombie aussi. Peut-être un projet commun futur entre tous les deux. Pourquoi pas? Moi aussi je serais vampire. On échange des crossovers entre les deux œuvres. Les vampires et les zombies sont un petit peu maintenant les deux dernières créatures de l'au-delà qui continuent à se perpétuer dans le domaine de l'imaginaire, que ce soit la littérature ou le cinéma, la bande dessinée, comparé à d'autres, par exemple les ghouls qui ont complètement disparu, même les fantômes traditionnels. Selon vous, qu'est-ce qui fait que le vampire et le zombie soient aussi intemporels et immortels? Bon, le vampire, c'est Bram Stoker qui a vraiment lancé ça, donc ça fait maintenant plus d'un siècle. Et le zombie, bon, c'est Romero, on en reviendra un petit peu tout à l'heure pour parler de différence entre le zombie traditionnel qui vient du vaudou et le truc de Romero. Mais la figure du zombie a complètement explosé depuis maintenant 20 ans. Qu'est-ce qui fait, selon vous, l'intérêt et le fait que ça devienne un phénomène aussi important? Go, ok. Moi, en ce qui me concerne, je pense que le zombie a eu sa grosse mode dans les années 70, entre 70 et 80. Il y a eu le cinéma, il y a eu les Romero qui ont lancé un truc, plein de réalisateurs italiens ont fait des films derrière. Et il y a eu 10 ans d'hémoglobine un peu à la mode, avec des films un peu nazes. Et ça s'est éteint tout seul, et je crois que le jeu vidéo, le zombie en fait est revenu à la mode par le jeu vidéo. Où il y a des jeux vidéo comme Resident Evil ou Silent Hill, enfin il y a des jeux en fait qui ont remis la créature du zombie en avant. Les gens trouvaient ça cool, et le cinéma a suivi. Il y a eu un ou deux films de zombies qui n'étaient pas très bons, mais qui ont redonné le goût du zombie aux gens. Il y a eu le remake de Zack Snyder il y a quelques années. L'Armée des morts. Voilà, l'Armée des morts. Et à partir de là, le zombie est devenu ultra cool en tant qu'objet culturel et tout ça. Et sans même aller chercher des trucs psychanalytiques, le zombie ça nous ramène à l'apocalypse ou à des peurs intérieures et tout ça. Juste la créature en tant que telle est hyper graphique. Elle est dégueulasse, elle sent mauvais. Quand on la filme, elle prend la lumière, il y a des mouches partout. Et je pense que grâce aux jeux vidéo et au cinéma, c'est devenu un espèce d'objet magnifié. Et à partir de là, une fois qu'une mode est lancée, c'est difficile de dire quand et pourquoi ça commence. Et je pense que là, il y a une vraie mode du zombie. Il y en a partout et tout ça. Et c'est ça qui, par le petit œillet du jeu vidéo, qui pèse pas lourd pourtant et tout ça, le zombie est revenu en grand en fait dans la culture moderne. D'accord. Et pour toi, alors, le vampire, là qui connaît aussi un véritable revival depuis une petite dizaine d'années aussi. Oui, le vampire, il y a une histoire un petit peu plus longue, effectivement, puisqu'on peut remonter à Stoker pour vraiment les débuts littéraires, mais il y a des histoires qui remontent enfin, les légendes remontent très très loin. Mais effectivement, il y a eu plusieurs changements dans l'image, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une histoire
plus longue, ça a permis d'avoir des modifications avec le temps. Je pense qu'un des moments charnières, ça a été le moment de Anne Rice, qui a commencé à donner une autre vision du vampire, où le vampire était cette créature mystérieuse, dont on ne sait jamais vraiment si elle existe ou pas, qui était complètement fantastique. Et avec Anne Rice, c'est devenu une vraie personne. C'est-à-dire quelqu'un qui a des sentiments, qui continue d'une certaine manière de vivre un peu comme, enfin de non-vivre comme il vivait avant. Et puis effectivement, il y a le phénomène de Twilight qui a permis de relancer complètement. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est plutôt, non, même si c'est une créature qui est très cinématographique aussi, elle a plutôt été lancée par la littérature. Même s'il y a eu beaucoup de films donc, de cinéma, dans les premiers films, on se fera tout par exemple, donc c'est très lié. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt les livres qui ont lancé l'intérêt pour le vampire. Voilà. Et donc, encore une fois, quand on arrive avec Twilight, c'est encore une vision différente du vampire. C'est un vampire qui est sexy, mais qui est plus vraiment mort, on insiste très peu dessus, il a des enfants, etc. Donc c'est une vision très édulcorée du vampire. Il ne mord pas vraiment. Donc c'est la dernière mouture. Je pense que ça va encore changer. Toi justement dans ton travail, tu te situes dans quelle lignée par rapport à tout ça? Le vampire plutôt gothique, plus proche de cette nouvelle vague un peu de la beat lit anglo-saxonne ou autre chose encore? Moi en fait, c'est pas Twilight qui m'a intéressé au vampire, c'est vraiment Buffy. Moi je suis vraiment de la génération Buffy et pour moi le vampire c'est dans Buffy contre le vampire. Donc c'est un vampire qui est une créature à la fois animale, mauvaise, et en même temps qui est douée d'une grande complexité. Et d'ailleurs, enfin, c'est vraiment la figure de la Beat-Lit originelle, non pas justement dans Twilight, qui finalement n'est pas forcément un excellent exemple de la Beat-Lit, puisque ça rompt avec un des codes importants, c'est-à-dire qu'il faut que le personnage féminin soit extrêmement fort. Or là c'est pas ça, c'est la fille qui vient se faire sauver la plupart du temps, à part le fait que Edward n'est pas capable de lire dans ses pensées, le résultat ça ne sert pas à grand chose. Elle est là pour se faire sauver. Alors que dans Buffy, elle a vraiment des pouvoirs, c'est elle qui va terroriser les vampires, ça devient propre une thème. Et donc moi j'avais envie de retrouver un peu ce plaisir, ce côté féministe aussi de la Beat-Lit, où c'est vraiment les filles qui se prennent en main et qui cassent du vampire. Et donc le vampire c'est une espèce de repoussoir en ces cas-là. D'accord. Et toi Olivier, tu te situes de quel côté pour les zombies? Alors est-ce que c'est plutôt la figure du zombie traditionnel issu du vaudou, ou celle justement qui a été développée par Romero et puis de nombreux autres cinéastes par la suite? Moi dans la BD que j'écris, on travaille en fait sur les zombies plus modernes, donc ceux de Romero, donc des morts juste en décomposition. Et on a rajouté l'élément en fait novateur de ces dernières années, le zombie en fait qui court. Jusque-là, les zombies se contentaient de crapahuter gentiment, et après 28 jours plus tard, le film de Danny Boyle, on a vu des enragés qui sont pas tout à fait des zombies, enfin des gens en vie morts, en toute apparence, mais complètement enragés. Et donc ils courent. Et ça a un peu révolutionné le monde du zombie, le zombie qui court. Et nous dans la BD, on essaye de jouer avec les deux, c'est-à-dire d'avoir la masse lente, inquiétante, quoi qu'il se passe, une fois qu'ils nous piègent quelque part, on ne peut plus en sortir. Et d'avoir aussi le côté enragé, des zombies complètement timbrés, qui courent dans tous les sens, dès qu'ils renoufflent un peu de sang, ils se mettent à vous galoper après. Et donc voilà, je suis plus dans le côté moderne, le côté vaudou, esclave, ça c'est plus trop macabre, mais je crois qu'il y a plus grand monde qui travaille sur cette ligne. Tout à fait, depuis les années 50, en fait, Romero avait vraiment redynamisé tout ça, et Romero n'aime pas du tout justement la nouvelle tournure. Ah oui, j'avais lu un article des zombies qui courent. Oui, oui. Ah ben, c'est sûr, ça lui tue son business. Ah ouais, il est vieux maintenant, il faudrait qu'il court après aussi. Donc, Mais il continue, pourtant il continue encore à faire des films de zombies très lents et tout ça, mais c'est vrai qu'on a l'impression un petit peu qu'il y a une nouvelle école encore qui se développe par-dessus Romero. Tout le monde a suivi après, depuis 1968, depuis La Nuit des Morts Vivants, tout le monde s'est mis un petit peu à copier son style, et puis on a l'impression que depuis 28 jours plus tard... Pardon, tu me traites de copieur? Du tout. Depuis 28 jours plus tard, par contre, ça a lancé un second mouvement de gens finalement qui n'avaient pas forcément ces références à Romero, quoi, qui ont un petit peu redécouvert, enfin même tout simplement découvert la figure du zombie, quoi. Est-ce que justement pour toi ce nouveau zombie qui court c'est quelque chose de complètement différent de tout ce qu'avait développé Romero? Je pense en fait que c'est une suite logique où les zombies qui sont tout mous, on a vite fait le tour, on peut raconter toutes les histoires qu'on veut, elles se ressemblent toutes. Les zombies, beaucoup quelque part, ils nous attrapent. Voilà. Donc,
maintenant le zombie qui court, ça remet un peu de... Et là, une fois de plus, c'est cinématographique, ou alors ça vient du jeu vidéo, la révolution, où il y a des choses qui sont différentes, qui nous excitent, qui nous font peur et tout ça, et le fait qu'il court, c'est juste la petite composante technique de scénario qui fait que vos acteurs vont se mettre à courir, vous allez avoir plus peur, et là où avant vous n'aviez pas peur quand vous croisiez un troupeau de zombies, quand ils se mettent à courir, vous avez peur. Donc à nouveau, ça revient excitant. On va être quand même obligé un petit peu de parler du sens profond du zombie et ce que ça représentait tout ça. Est-ce que pour toi, justement, cette figure du zombie qui court, c'est pas non plus un rapport direct avec notre modernité, notre monde qui va de plus en plus vite, justement? Est-ce que le zombie de Romero n'est pas complètement obsolète, justement, avec notre époque? Si, et le zombie de Romero, oui, est obsolète, même si de respect pour son travail, ses films, même si c'est moins en moins bon. Il est dépassé, mais c'est normal, à un moment donné, on est toujours dépassé par des nouveaux auteurs, des nouveaux artistes. Et le zombie moderne aussi, le fait qu'il court, c'est une chose, mais il nous fait plus peur avec d'autres peurs qui sont plus modernes. C'est la peur de la maladie, la peur de la contagion, le fait qu'on puisse tous mourir un jour de la grippe aviaire ou de la vache folle ou ce genre de choses. Et le zombie moderne, en fait, il est plus basé là-dessus que sur de l'horreur classique, on va tous mourir et se relever. Bon ben ça, c'est fini, on n'a plus trop peur de ça. Et le côté d'être tombé malade avec de la nourriture, avec des perfusions, des choses comme ça, on retrouve ça dans le zombie qui court, et le côté course rapide, colère, enragée, c'est quelque chose de très moderne. Notre monde en fait est de plus en plus rapide, ça c'est ce que tu disais, les zombies vont aussi de plus en plus vite. Et le fait qu'il court, je pense, répond à une nouvelle peur, la peur de la contagion et tout ça. Chose qu'il n'y avait pas dans les années 70. Depuis, il y a eu le sida, ce genre de choses. Absolument. Et justement aussi, pour le vampire, maintenant, en fait, ce qu'on va faire la Big Lead, c'est donc quelque chose de très romantique, quelque chose qui était présent aussi dans le roman gothique. Donc il y a cette réinterprétation un petit peu de ce classique, de Dracula et tout ça. Mais comment toi, tu vois un petit peu cette nouvelle approche? Quand on regarde un petit peu, moi je pense que le fait que le vampire marche aussi bien actuellement et dans les formes qu'il prend pour passionner les foules, en fait, la plupart du temps, c'est qu'il incarne, à mon avis, justement très bien l'époque. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fait moins peur qu'avant. On se fait beaucoup plus peur justement avec des zombies qu'avec des vampires. Parce que le vampire, en fait, c'est un peu une espèce d'incarnation de ce qu'on a. C'est-à-dire on a d'un côté quelqu'un qui va vivre éternellement, qui va non vivre éternellement, mais en tout cas qui échappe à la mort, qui souvent va rester beau, du coup, parce qu'on n'a pas beaucoup de vampires vieux, ou alors ils rajeunissent. Dans le Dracula Stoker, on voit vraiment rajeunir au fil du temps. Donc il y a un peu l'idée d'éternelle jeunesse, donc le côté sexy, on ne dit pas cosmétique, on ne mourra jamais. Et en même temps, c'est quand même un personnage qui est en train de détruire le monde dans lequel il évolue, puisqu'il ne vit que parce qu'il est parasite. Et je pense que c'est vraiment l'incarnation du monde contemporain, où on arrive à des miracles techniques, technologiques, etc., médicaux, mais en ayant toujours l'idée que tout ça a un coût et qu'il y a toutes les destructions environnementales qui vont avec. Et donc je pense que c'est ça. Donc le vampire, c'est rassurant de ce point de vue-là, parce qu'il arrive à avoir les deux. Il est méchant, mais il vit éternellement. Et c'est à mon avis ce qui plaît. Alors moi, pour le coup, c'est pas ce qui m'a intéressé vraiment dans le vampire. Mon idée, c'était justement de mettre un vampire vraiment méchant. Et la comparaison avec le zombie, c'est que, d'une certaine manière, le zombie, c'est quand même plutôt le nombre, c'est la masse, et le zombie, c'est plutôt un peu le stalinisme, si on veut, si on veut faire des comparaisons. Alors que, pour moi, le vampire, c'est plutôt le fascisme. C'est plutôt le nazisme, c'est-à-dire c'est des seigneurs, des aristocrates extrêmement méprisants. Il y a toujours des lignées de sang qui existent, donc des histoires de race. Voilà. Et donc quand j'ai écrit sur les vampires, je me suis dit, il me faut des vampires nazis. Parce qu'il y en a marre des vampires sympas qui veulent faire des bisous. Non, c'est impossible, un vampire ça fait pas des bisous. Donc je voulais vraiment des vampires nazis et j'ai construit mon roman comme ça. C'est-à-dire une attaque, une contagion aussi, mais de la peste brune cette fois-ci. Voilà. C'est intéressant comme comparaison, en tout cas. Je sais pas si c'est très staliniste. Non, mais c'est très intéressant. J'en ai d'autres. Et moi, par contre, pour revenir un petit peu sur cette figure, cette évolution de la figure du vampire, ce que je trouve qui manque énormément actuellement, c'est ce côté tragique, qui était quand même essentiel au tout début de la littérature vampirique, même jusqu'à l'époque Hammer, les films avec Christopher Lee.
le côté plus tragique du vampire était très important. Maintenant, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est complètement éliminé et que le vampire est soit quelqu'un qui est bien dans sa peau, un petit peu comme on voit dans Twilight, bon, jeune, cadre dynamique, tout se passe bien, ou effectivement quelque chose de très mauvais, mais sans le côté dramatique. C'est parce que l'immortalité, justement, est plus vraiment vécue, elle est vécue comme une espèce de fantasme, et pas comme une malédiction, alors qu'avant, c'était quand même... il y avait aussi le côté religieux, qui à mon avis est beaucoup parti, mais le vampire, c'est une créature qui est une créature maudite. Donc on a perdu ce côté-là aussi. Le fait d'être immortel, c'est aussi un crime contre Dieu, c'est blasphématoire. Or ça, évidemment, aujourd'hui, ça marche beaucoup moins bien. Donc il va falloir trouver d'autres choses. Moi, par exemple, j'ai écrit le Miroir au vampire, j'avais fait avant un autre roman sur les vampires, complètement différent, avec une approche un peu SF du vampire. Et justement, c'était l'idée de transformer le vampire de chasseur en chassé, et c'était le moment où, justement, on s'aperçoit que la Terre va pas très bien, et que l'homme risque de disparaître, et du coup, on chopait des vampires, pour essayer d'extraire ce qui était intéressant et booster un peu l'humain, et sorte qu'il survive à tout ça. Donc voilà, c'était une autre approche, et là du coup ça me paraissait intéressant parce que le vampire, au lieu encore une fois d'être juste tranquille dans son coin et de faire le vampire, rentrer dans sa cave et se la jouer, et ben il devenait chassé et on retrouvait un peu le côté tragique. Il est immortel. D'ailleurs j'avais rajouté une autre chose, j'avais voulu revenir justement sur ce côté l'immortalité qui est finalement une malédiction. C'était que c'était des vampires qui étaient incapables de vivre une vraie vie. J'avais construit un personnage, par exemple, ça c'est un peu de la cuisine, hein, mais chacun en fait incarnait d'une certaine manière un art, et ils s'apercevaient qu'ils étaient incapables de continuer à être artistes. Parce que sans la peur de mourir, ils n'avaient pas besoin de créer ou de faire quoi que ce soit, et du coup ils continuaient de faire ça, mais en reproduisant mécaniquement, sans vraiment le ressentir. Voilà. Donc, moi j'ai essayé, il y a ce qui se passe actuellement autour du vampire, et moi j'ai essayé par deux biais différents, soit de revenir sur d'autres choses, soit de trouver un autre élément. Il y a un point très intéressant que tu as soulevé concernant la religion justement. Je voudrais déjà te demander, Romero lui était quelqu'un qui a été élevé dans un milieu très catholique, même si lui il a des rapports un petit peu difficiles avec la religion. Lorsqu'il fait son film, en fait, il y a d'une certaine façon une remise en question complète de la religion. On ne parle jamais chez les chrétiens en tout cas, quand on est mort, à part Jésus qui est le seul zombie officiellement reconnu. Lazare, qui a été ressuscité. C'est vrai, ça fait deux. Oui, deux zombies, il y a deux zombies, ouais, voilà. Par contre, quand on parle de soulèvement massif de zombies, c'est censé être l'apocalypse au terme biblique du terme. Est-ce que toi, c'est un domaine que tu as voulu explorer un petit peu La religion ouais. Pas vraiment en fait. Moi, je ne suis pas croyant. Peut-être que ça transparaît dans ce que j'écris. J'essaye de pas en fait trop le laisser paraître du coup, parce qu'il y a des gens qui peuvent croire, d'autres non-croyants qui peuvent lire, et je ne veux pas faire passer mes idées comme ça. C'est l'histoire qui compte. Par contre, certains personnages dans les histoires que j'écris ont des points de vue. Certains croient, d'autres non. Et 2-3 fois, on aborde la religion, et pour la plupart des personnages, le fait que les zombies soient là, qu'il y ait une invasion de morts vivants et tout ça, c'est quelque part une preuve de la non-existence de Dieu, ou alors que Dieu n'aime pas ses enfants tout simplement. Et 2-3 fois, je l'aborde en fait avec des personnages qui en parlent, en disant juste que à un moment donné, ils enterrent un des leurs, et puis il y a un des personnages qui donne la parole à d'autres personnages de sa bande et qui leur dit: est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit encore en Dieu? Personne ne répond, il dit: bon, donc du coup, pour prière, on enterre et c'est fini. C'est aussi une grande différence qu'on voit entre un petit peu tout ce qui se fait chez les Américains, que ce soit dans Walking Dead, la série télé, que ce soit même dans le zombie de Romero, où finalement la religion a toujours apparu durant le tour. Disons que c'est culturel, je pense que la France est un pays de moins en moins croyant, l'Europe de façon générale, et alors que les États-Unis sont beaucoup plus croyants que nous, il y a beaucoup plus d'églises, les gens vont beaucoup plus à l'église. Même pas seulement les catholiques, les musulmans, tous les cultes en fait là-bas sont plus représentés, beaucoup plus de gens croient. Et donc ça transparaît forcément dans l'écriture des scénaristes qui travaillent sur des séries télé ou des comics là-bas. La religion, peu importe la foi, la religion fait partie intégrante d'une histoire là-bas. On ne peut pas raconter une histoire qui dure 15 tomes sans qu'il y ait un personnage très religieux qui va donner son point de vue. Alors qu'ici, on peut s'en passer complètement.
Donc on peut parler d'une école française du zombie alors presque. Ah oui, complètement. Et puis même sans doute que les détails culturels de chaque pays, de chaque auteur, peuvent donner des petites précisions. Je ne sais pas, des Allemands pourraient traiter ça d'une autre façon, des Norvégiens encore d'une autre façon. Donc nous, je dis nous, Sophia le dessinateur et moi on est français, et donc du coup, je pense qu'il y a notre particularité française qui passe. Alors pour les Américains on est des nihilistes, hein, on est des bons à rien, anarchistes, nihilistes et tout ça, et donc c'est sûr que l'absence de Dieu, ça se ressent dans notre histoire. Même si on n'en fait pas un langage au niveau des personnages, on met pas ça en avant. Ce qui compte c'est l'histoire, les personnages, les zombies, la religion c'est juste une petite composante de l'histoire qu'on néglige. D'accord. Et pareil, le christianisme chez Vampire, c'est quelque chose aussi de très important. La croix qui est censée repousser le vampire. Il y avait le roman La Forteresse Noire qui a un petit peu joué là-dessus, essayer de revenir un petit peu, d'aborder ça d'une manière un petit peu différente. Est-ce que toi, c'est un sujet que tu as voulu traiter dans ton approche du vampire? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Non, moi je l'ai complètement évacué parce que justement je pense que ce mouvement me semble plus intéressant, et puis c'est un mouvement de fond comme le disait Olivier. Et puis je pense que ça ne marche pas effectivement sur un public français, et moi-même ça ne marche pas sur moi, donc je préférais éviter. Ce qui est toujours rigolo, c'est de faire des allusions et des blagues là-dessus. Avec les vampires c'est plus facile qu'avec les zombies parce que c'est une créature qui est très justement marquée, donc on peut toujours avoir un personnage qui s'amuse avec une croix, qui dit ah éloigne-toi, et puis ça marche pas, ça fait ridicule. Mais sorti de là, pas tellement. Moi je l'utilisais toujours dans l'autre roman dont je parlais tout à l'heure, où justement l'apparition du vampire, même s'elle était expliquée de façon SF, les religions voyaient justement interpréter le vampire et voyaient ça comme un signe millénariste, c'est-à-dire l'apocalypse arrive et il faut se débarrasser des vampires. Finalement les vampires se trouvaient coincés entre deux feux, entre la science d'un côté qui s'était récupérée pour leur compter de l'ADN et la religion qui s'était détruite tout simplement parce que qui nous annonçait l'apocalypse, c'est que le combat pour les âmes avait commencé. Voilà. Mais sinon, pour le reste, même si moi la thématique religieuse est une thématique qui m'intéresse, c'est plutôt souvent dans l'absence de Dieu que je travaille, et c'est ce que j'ai fait avec les vampires. Par contre, la dimension politique donc, est quelque chose qui t'interpelle beaucoup plus, plus ou moins dans l'utilisation que toi tu en fais. Ce qui m'a marqué, oui, effectivement, je ne vais pas te dire non. Ce qui m'a marqué moi justement, c'est quand j'ai fait la comparaison, j'ai encore parlé de toilettes, je suis désolé, mais quand